Et ce soir donc un invité exceptionnel. Bonsoir amiral. Bonsoir Darius. Vous êtes amiral Pierre Vandier, le commandant suprême de l'OTAN pour la transformation militaire. Avec vous évidemment on va commenter les événements, mais plus que ça comprendre comment l'OTAN se prépare face à la Russie. Rappelons d'abord la carte, simplement l'ampleur de ce qu'est l'OTAN. Les pays, plus encore maintenant depuis le 22 février 2022, 1 milliard de personnes qui sont sous le parapluie. Voilà, l'OTAN, c'est une alliance qui a été créée en 1949 à l'instigation des pays européens. À l'époque, on se souvient, le coup de Prague, le blocus de Berlin. Les alliés qui avaient eu le traité de Bruxelles traversent l'Atlantique et demandent aux Américains de venir les aider. Voilà, cette alliance n'a cessé de croître. Elle a agrégé des pays, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne. C'était un grand débat à la fin des années 50. Et puis, à la chute du mur, elle s'est considérablement élargie en regroupant les pays de l'ex-pacte de Varsovie. Et donc aujourd'hui, c'est une alliance de 32 pays, avec 2 pays de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis et le Canada, et le reste en Europe. Alors ça, c'est l'histoire longue, l'histoire toute récente. C'est soir après soir. Vous savez que la rédaction de LCI montre à quel point il y a une espèce de branle-bas de combat de l'OTAN, surtout pour trouver de la masse. Expliquez-nous pourquoi tous ces pays, face à la Russie, cherchent maintenant à avoir de la masse en termes d'hommes et de matériel très vite. Si vous voulez, il y a un présupposé qui a prévalu dans les 30 dernières années, c'était que finalement la grande guerre patriotique était terminée et que finalement les sujets de sécurité ne nécessitaient pas d'avoir énormément de stocks, de munitions, de soldats prêts, etc. Et force est de constater que le 11 septembre, l'Afghanistan, l'Afrique ne nécessitaient pas des forces considérables. Et là, brutalement, on découvre que la Russie, en fait, reste une puissance militaire de premier plan, qui est prête à envoyer des centaines de milliers de soldats, qui est prête à perdre 1000 hommes par jour en ce moment, qui envoie des centaines de missiles, là où nos stocks sont beaucoup plus petits. Ce chiffre vertigineux, pardon de vous couper, 1000 hommes par jour, oui, dites-vous, blessés et morts compris. Blessés, mis hors de combat, oui. Ça paraît tellement, pour nos sociétés, l'idée de perdre 1000 hommes par jour est inimaginable. Eux le font. Parce que c'est la guerre, et en fait ils ont réussi à imposer leur style de guerre à l'Ukraine, donc une guerre finalement qui a une tête de guerre de 14 avec des technologies du 21e siècle. Mais ça reste du sang et de l'acier. Amiral, les images, on va revenir notamment à la résistance de la Russie dans ce qu'elle peut avoir d'inquiétant si une guerre devait éclater avec l'Ouest en général. Arrêtons-nous sur les images du jour, puisqu'elles inspirent évidemment les préparatifs de l'OTAN, notamment la réponse de Poutine qui a commencé, il faut rappeler, 5 opérations coup de poing menées avec succès par les Ukrainiens contre une base à Oleniak avec les drones, les trains, le pont de Crimée, l'opération Tupolev, maintenant les Iskander aujourd'hui. Réponse des Russes, ce sont ces bombardements sur Kharkiv notamment, on va voir certaines de ces images. Ils ont toujours en quantité des missiles, des drones, bien plus qu'on ne le pensait. Pourquoi ? Parce que la Russie est restée une puissance militaire. Finalement, la chute du mur n'a pas été un grand désinvestissement. Quand vous lisez La fin de l'homme rouge, qui a eu un prix Nobel de littérature en 2015, on raconte, le général Akromeyev raconte pourquoi est-ce que les Russes, qui ont la meilleure industrie d'armement du monde, se mettraient à fabriquer des casseroles. Et ça, c'est dans les années 2010. Voilà. Donc, ils continuent à entretenir un appareil militaire qui est quand même de bonne qualité. Ils ont des stocks considérables. Ils reprennent des vieux chars des années 70 qu'ils ont juste conservés et ils en renvoient ça au combat. Donc, c'est un pays qui a une véritable profondeur stratégique militaire. L'économie de guerre, dites-vous, elle n'a pas commencé d'ailleurs en 2022. Elle date de bien avant chez eux. Elle date finalement de l'arrivée au pouvoir de Poutine, c'est-à-dire en fait à partir des années 2000, la guerre de Tchétchénie. Ils se sont mis vraiment à redévelopper des outils, à moderniser les vieux matériels. Il y a toujours des Tupolev de la guerre froide, mais aujourd'hui, ils ont des bombes planantes et des drones. Quand on voit ce qui s'est passé à Olenia, cette opération incroyable, le président Trump lui-même la commente aujourd'hui de façon un peu fascinée en disant c'est incroyable ce qu'ils ont réussi, un mélange de fascination et de crainte. Ils ont réussi avec des drones qui coûtent quoi, 500 €, oui, à détruire des avions qui en coûtent des millions, des dizaines de millions. Si vous voulez, quelque part, c'est pas nouveau dans l'histoire militaire. Il y a, vous vous souvenez, la guerre de Troie. On a pris un cheval en bois, on l'a mis à l'intérieur d'une cité, et finalement, on a réussi à faire avec 10 hommes ce qu'il fallait faire avec 10 000. Donc, c'est ça l'art de la guerre. C'est en permanence, il faut inventer quelque chose qui vous permet de résoudre un problème. Et le génie des Ukrainiens, ça a été d'inventer ce cas d'usage. Et est-ce qu'il est répétable ? C'est pas évident. Là, je pense que les Russes vont scanner tous les camions qui rentrent en Russie. À partir de maintenant, il faudra inventer autre chose. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la technologie moderne permet d'inventer très vite des cas d'usage très performants. Comment est-ce que vous réfléchissez ? Vous êtes l'homme au cœur de cette alliance, vous le disiez, 1 milliard de personnes qui doivent se protéger de cela, dans l'idée que ça peut aller dans l'autre sens. Ces drones qui sont allés direction Est, ils peuvent aussi venir maintenant direction Ouest, russe.
Alors en fait, notre travail à ACT, au commandement de la transformation, en fait, c'est de regarder loin. Donc on fait de la veille stratégique avec des think tanks, avec des universitaires. Et ensuite, on décline ça jusqu'à arriver à aujourd'hui. Donc le but étant de discerner dans les évolutions technologiques ce qui est vraiment du temps long, pour que derrière, les 32 pays de l'Alliance alignent leurs dispositifs militaires sur ces tendances de fond. Et puis ensuite, on descend vers l'innovation. Et donc là, par exemple, à partir de cette semaine, nous faisons naviguer en mer Baltique 70 navires non sans pilote, des drones de surface, comme en mer Noire, de manière à expérimenter à l'échelle de l'Alliance le contrôle maritime avec des drones. Mais pour être très concret, en matière de drones, par exemple, c'était tellement absent des esprits, pas les vôtres évidemment, mais en tout cas dans le grand public, et même certains spécialistes qui nous disaient en réalité on ne pensait pas que ça irait si vite. En quoi l'OTAN, comment l'OTAN peut rattraper un retard ? Alors, je crois que c'est toutes les nations de l'OTAN qui doivent le rattraper, et chacune à son échelle. Même les Américains qui viennent sur notre expérience en Baltique sont très intéressés parce que cette échelle-là, ils l'avaient pas. Et donc, en fait, oui, on s'est focalisé sur le maintien des compétences de nos ingénieurs. On a accepté d'avoir des produits compliqués qui étaient souvent en retard et qui coûtaient très cher, mais c'était pas grave parce qu'on baissait les cibles. Et là, aujourd'hui, on a quasiment l'innovation de garage. On a des gens qui, avec une imprimante 3D, un bout de logiciel fait sur ChatGPT, arrivent à faire des choses qui sont capables de poser de gros problèmes à des capacités beaucoup plus complexes. La dimension nucléaire de la dissuasion, on va revenir à la dissuasion conventionnelle parce que c'est vraiment le cœur de ce que vous travaillez, mais la dissuasion nucléaire, il y a des déclarations des Américains, de l'administration Trump, c'est Kellogg, l'envoyé spécial de Trump, qui dit le niveau de risque augmente considérablement. Il considère qu'il faut comprendre, je le cite, que lorsqu'on attaque un élément du système de survie de l'adversaire, il parle des bombardements des avions russes, c'est-à-dire la triade nucléaire, le niveau de risque augmente, car on ignore ce que l'autre camp va faire, on n'est pas sûr. Il y a sur le sol de l'Europe quelques dizaines de bombes américaines, je crois, aux Pays-Bas, en Turquie, en Allemagne, etc. etc. Est-ce qu'elles préservent toute l'Europe ? Parce que vous voulez, il y a le nucléaire, il y a une espèce de Rubicon qui consiste à faire qu'on ne prévoit pas de se faire une guerre nucléaire. C'est une autodestruction complète. Donc aujourd'hui, la zone nucléaire, on a fait un petit schéma là-dessus que vous pourrez présenter, mais qui montre que cette zone est interdite en fait. Enfin, en tout cas, personne ne se risque à rentrer dedans. En revanche, vous avez une espèce de seuil qui est lui assez flou, et on ne sait pas très bien, et c'est tout le problème des calculs, de savoir à quel point vous pouvez vous approcher sans déclencher l'irréparable. Vous avez vu par exemple les échanges entre le Pakistan et l'Inde. C'est un certain niveau de violence, mais ils s'étaient donné des garanties mutuelles du fait qu'ils n'allaient pas escalader. L'Ukraine est dans un jeu assez compliqué, assez dangereux, qui consiste à aller faire des piqûres de plus en plus difficiles, de plus en plus dangereuses vis-à-vis des Russes. Et effectivement, c'est un côté très inquiétant. Ce que dit M. Kellogg est tout à fait juste. Ouais. C'est crédible ce qu'il dit ? Si vous voulez, après la dissuasion, en fait, en un mot, c'est la contrainte que vous imposez à l'adversaire. Vous limitez son action parce que vous vous dites si vous franchissez le Rubicon, en fait, je vais juste vous détruire comme jamais. Voilà. Donc ça suppose que vous y croyez et que celui qui l'exerce, qui menace, croit aussi qu'il va le faire. À quel seuil on commence à dissuader les Russes ? Prenons l'exemple très concret des Pays-Baltes. Tous les généraux qui succèdent sur nos plateaux parlent de ce scénario de l'Estonie, par exemple, les chars russes qui tenteraient une opération dans les Pays-Baltes. Comment faire pour qu'on n'en arrive pas là ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut convaincre les Russes qu'ils auraient trop de pertes s'ils le faisaient ? Alors le concept de l'OTAN, qui est un concept défensif, l'alliance donc est une alliance nucléaire défensive, consiste à dire justement, elle a une stratégie qui s'appelle défendre et dissuader dans la zone de l'alliance, et donc elle a des plans et elle est préparée à un test de sa crédibilité. Et le but, c'est qu'elle soit crédible, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vienne pas la tester. Voilà, c'est ça la dissuasion. C'est-à-dire que ça coûte trop cher, on ne maîtrise plus rien à partir du moment où on a fait sortir le diable de sa boîte. Voilà, c'est ça le principe. On sent que vous truffez la région de bateaux, d'hommes. Il y a des centaines, je crois, de combattants aujourd'hui otaniens sur le territoire, par exemple, des Pays-Baltes. Est-ce qu'on est au stade où les Russes sont conscients que s'ils mettent un pied sur le sol de l'OTAN, ils subiront des dommages considérables ? En fait, il y a tout un travail de démonstration de la posture. C'est-à-dire qu'en fait, au travers des exercices et des stationnements de force, des activités, puisque l'OTAN ne fait pas d'opération en temps de paix, eh bien, en fait, elle démontre la façon dont, finalement, elle est crédible. Elle est prête, les troupes sont prêtes, les gens sont entraînés, il y a les stocks de munitions, etc. Et donc c'est ça qui doit faire que l'adversaire ne peut pas calculer en disant je vais y arriver. Voilà, on perturbe son calcul. Si vous voulez, l'Ukraine est en fait un calcul où M. Poutine a pensé qu'il ferait une opération spéciale. Et là, ça fait 3 ans qu'il y a la guerre, et quelque part, c'est une erreur de calcul.
La notion du sacrifice, de vous-même, vous disiez ces 1000 hommes blessés ou tués que la Russie accepte de perdre. Voilà. Est-ce que cette notion-là est suffisante dans les pays de l'Ouest aujourd'hui ? Il y a une asymétrie totale dans ce domaine-là. Hein. C'est-à-dire que nous, les grandes pertes, on les a connues pour la Première et la Seconde Guerre mondiale. Depuis, en fait, on a eu quand même des pertes assez limitées. Les Russes savent souffrir en masse. Alors, c'est pas n'importe quel Russe qui souffre, mais en tout cas, ils sont capables de consommer dans la bataille des quantités considérables de gens. Je rappelle que quand même, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont perdu 20 millions de personnes, dont ceux qu'ils ont tués eux-mêmes, parce que c'était pour persuader les autres d'aller au combat. Donc, c'est un pays qui sait souffrir. Et ça, on n'a peut-être pas forcément beaucoup réfléchi à ce que ça impliquait en termes de durée de guerre. Vous suivez de très près l'histoire russe, et vous dites qu'il y a des traditions dans l'histoire russe où effectivement, même sur le tard, on a l'impression qu'ils encaissent le coup et ensuite ils contre-attaquent. Alors, moi, je ne suis pas du tout historien, mais si vous voulez, quand on regarde effectivement toutes les guerres qu'ils ont livrées depuis Ivan le Terrible, etc., il y a une résilience très forte de ce pays. C'est une puissance spirituelle. Et la guerre qu'ils font aujourd'hui est une guerre qui a beaucoup de dimensions existentielles pour eux, à la fois pour le pouvoir russe, mais aussi pour l'âme russe. Et aujourd'hui, on est forcé de constater qu'il y a quand même un soutien populaire assez grand à cette guerre. Tout à l'heure, avant cette émission, vous parliez de la guerre de Crimée. Ça, c'est 1853, 56, c'est ça. Ou la guerre, simplement, la seconde, en 1941, quand les Allemands sont à quelques dizaines de kilomètres de Moscou. Et là, il y a une espèce de sursaut russe. Il faut toujours avoir ça en tête. Oui. Vous regardez ce qui a été consommé dans la bataille de Stalingrad. Voilà. Donc les Russes ont la profondeur géographique. Ils ont une certaine profondeur humaine, moins qu'il y a 50 ans, mais quand même. Et puis, ils ont su trouver l'aide des Nord-Coréens pour pouvoir consommer de l'infanterie. Hein. Donc, ils ont la ressource. Dans quelle mesure l'article 5 est-il vraiment une protection ? Ça vaut la peine de le lire parce que, au fond, c'est la fameuse formule des mousquetaires, hein, un pour tous, tous pour un. On ne va pas tout le lire en entier, mais très régulièrement sur nos plateaux, on rappelle que théoriquement, tous les pays doivent venir en aide aux autres, et pourtant, il y a cette formule qui laisse toujours un peu sur sa fin, dans cet article, quand on dit chaque pays assistera la partie attaquée en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'il jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée. Mais la force armée n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez, l'article 5, c'est un vrai article politique et stratégique qui consiste à caractériser une agression contre un État. Et donc, c'est la capacité qu'ont les 32 alliés de dire l'attaque qui est réalisée contre ce pays est considérée comme une attaque contre nous tous. Bon, et ça, c'est un geste politique qui consiste à mettre l'ensemble des 32 pays en position de réagir à cette attaque. Ça ne préjuge en rien des actions des uns et des autres. C'est pas un beau matin, parce que l'article 5, vous avez des états-majors qui se mettent en route, etc. Voilà, on l'a vu pendant la Libye, on l'a vu pendant l'article 5 a été déclenché une fois après le 11 septembre. Vous voyez bien, il y a des pays qui ont été en Afghanistan et pas d'autres. Voilà, c'est pas un article automatique. Amiral Vandier, on entre dans une guerre mondialisée. Et juste après cette courte interruption, on continue avec vous, représentant de l'OTAN, commandant suprême de l'OTAN pour la transformation militaire, en comprenant aussi à quel point ça se mondialise avec la Chine. Et on verra en regardant la carte de l'OTAN par le pôle Nord, à quel point c'est un enjeu mondial. A tout de suite. Bonsoir, rebonsoir à la suite de notre émission exceptionnelle avec l'invité exceptionnel que vous êtes, Amiral Vandier, commandant suprême de l'OTAN pour la transformation militaire, le Français qui est à la tête de l'OTAN, à côté du commandeur suprême américain depuis Eisenhower, depuis la création de l'Alliance. L'actualité, c'est évidemment cette série d'opérations réussies contre les Ukrainiens, des défis lancés à Vladimir Poutine, le bombardement des bombardiers à Olénia, les sabotages des trains, l'opération sur le pont de Crimée, l'opération Tupolev, et aujourd'hui on va y revenir, une opération contre les missiles Iskander. Écoutez, Donald Trump, c'est lui qui se fait en quelque sorte le porte-parole, l'interprète de Poutine en disant la riposte sera violente. Il y a de nouveaux combats qui vont se dérouler. Vous savez, Poutine a attaqué et les Ukrainiens ont riposté assez durement. Ils ont ciblé dans la profondeur le territoire russe. Poutine m'a dit, nous n'avons pas d'autre choix que de riposter et ça ne sera probablement pas beau à voir. Je n'aime pas cela. Je lui ai dit de ne pas le faire, qu'il devrait arrêter, mais encore une fois, il est très en colère.
Amiral Vendier, ça questionne évidemment l'OTAN de l'autre côté. Quelle est la palette de moyens dont dispose Poutine, au-delà même de ce seul événement ? C'est un pays qui a une profondeur stratégique importante. Il a des stocks de vieilles armes qu'il est capable de reconstruire. Il a une industrie d'armement. Pour vous donner un chiffre, l'économie russe, c'est 2 trilliards de dollars par an, 50 milliards pour l'OTAN. Poutine arrive à faire 4 fois plus de munitions par an que l'OTAN. Comment expliquer ce mystère ? Parce qu'il paye ses ingénieurs comme des ouvriers, il ne paye pas ses ouvriers, et puis c'est une nation en armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une guerre existentielle pour la Russie, et donc ça fait longtemps que toute une partie de l'économie russe tourne pour la défense. Ça a quelque chose d'inquiétant pour nous à l'Ouest. Un peu naïvement, on se disait, on est prospère là. L'économie de la Russie par rapport à l'économie de l'Ouest, ça n'est pas grand-chose. Et pourtant, dans ces domaines-là, munitions, missiles, etc., ils arrivent à être plus forts, enfin, en quantité. C'est un effort de la nation, c'est une guerre existentielle pour eux, et ils ne vont pas lâcher le morceau comme ça. L'annonce de la riposte, c'est tout à fait logique. Et tant que la guerre continue, c'est coup pour coup, tout en restant sous le seuil nucléaire, le seuil du déclenchement de la riposte absolue. Est-ce que l'impression est vraie ? Candidement, on a l'impression jusqu'à la guerre d'Ukraine que le nucléaire nous protégeait, nous préservait de tout. On se disait c'est pas possible qu'on soit attaqué parce qu'il y a le parapluie nucléaire. Et on comprend maintenant qu'une guerre conventionnelle, et là, c'est possible. Quand on a à la fin de la guerre froide, en fait, on avait un outil militaire complet qui allait de la basse intensité jusqu'au seuil nucléaire. On se souvient, on avait des forces françaises qui étaient stationnées en Allemagne de l'Ouest, et on avait un outil militaire qui était très conséquent, qui assurait une continuité jusqu'au seuil nucléaire. Et en fait, après la chute du mur, on a enlevé cette couche-là, on s'est concentré sur les opérations expéditionnaires en coalition, et là, il y a un vide. Et en fait, les compétiteurs, aujourd'hui, sont sous le seuil nucléaire, et nous, on a du vide. Et donc aujourd'hui, tout l'effort de réarmement de l'OTAN, c'est de combler cette espèce de vide pour pouvoir à nouveau manœuvrer, dissuader sous le seuil nucléaire. Ce qu'on appelle un peu la dissuasion conventionnelle. En français, c'est un peu un concept qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'on a le concept de dissuasion nucléaire très fort en France. Mais il y a une réalité, c'est qu'on peut aujourd'hui se livrer à une bataille conventionnelle d'ampleur sous le seuil nucléaire. Et vous voyez ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran, ce qu'on a vu entre le Pakistan et l'Inde. On peut se donner des coups assez méchants sous le seuil nucléaire. Est-ce que ça signifie qu'une attaque classique, comme dans la guerre froide, moi j'ai 58 ans, je fais partie de cette génération qui a grandi dans l'idée que les chars soviétiques pouvaient commencer à déferler sur l'Allemagne. Est-ce que ce scénario est encore parmi les scénarios ou est à nouveau parmi les scénarios de l'OTAN ? Très clairement, si vous voulez, c'est-à-dire que l'effort de réarmement qui a fait l'objet de la réunion ministérielle à Évéré à Bruxelles ce matin et qui sera suivi du sommet de l'OTAN à La Haye fin juin, vise à définir quel est le paquet de capacités que les 32 alliés vont acquérir dans les années à venir et lors du sommet de savoir quel est l'effort financier en points de PIB qui va être fait par l'ensemble des membres de l'Alliance. Et tout le monde a compris qu'il faisait face à une menace de long terme avec la Russie et que ça n'allait pas s'arrêter demain. Quels sont les atouts de l'OTAN ? Vous nous avez dit du côté des Russes, il y a cet aspect de la masse, mais l'OTAN a certains atouts. L'aviation, dans tous les exercices qu'on a vus ces derniers temps, on a vu l'importance des Rafales français, mais pas seulement, les F-35, etc. Est-ce que là, il y a une supériorité décisive de l'Alliance ? Alors, c'est un système vivant. Et donc, ACT, j'ai 1000 personnes qui réfléchissent à l'avenir des moyens militaires des 32 alliés. On est donc dans une approche continue où on cherche à améliorer notre art de la guerre. On est 32 à faire ça. On le fait au contact des puissances militaires de premier plan. Le quartier général d'ACT est aux États-Unis, donc on est au contact en fait de toute la technologie américaine et on travaille avec les alliés qui ont des bases industrielles pour concevoir avec eux les systèmes d'armes de demain. Donc l'aviation, évidemment, c'est un aspect dans le domaine, c'est un domaine dans lequel on est très bon. On a des avions de premier plan, on parle du Rafale, du F-35 et puis de tout ce qui va autour, des avions de détection aérienne. On a aujourd'hui une capacité à dominer l'espace aérien qui est de premier plan. Le Wall Street Journal révèle qu'il y a une forme de réorientation d'une partie, en tout cas, des aides qui étaient dirigées vers l'Ukraine, qui partiraient vers d'autres théâtres d'opération, notamment le Proche-Orient, et il y a aussi la possibilité vers la Chine. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a ordonné la réorientation de missiles anti-drones spéciaux, initialement destinés à l'Ukraine pour combattre les drones russes, vers les unités de l'armée de l'air américaine au Proche-Orient. Pour vous, est-ce que c'est un signal de ce qui peut se passer plus généralement en Europe ?
Il y a deux sujets dans votre question. Le premier, c'est la façon dont le président Trump conduit les négociations avec l'Ukraine. Il a envie que ça s'arrête, et je pense qu'il a vraiment raison que ça s'arrête, parce que c'est très cher à tout le monde. Et donc, en fait, il fait du chaud et du froid, à la fois sur M. Poutine, à la fois sur M. Zelensky. Première question. Deuxième question, c'est une question plus vaste et plus stratégique pour les Américains. Le routier militaire ne permet pas de traiter simultanément ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au Proche-Orient, et de dompter ce qui se passe en Asie. Et donc ils ont dit très clairement, et pas que M. Trump, c'était déjà avec M. Biden et son prédécesseur, on dit la priorité des États-Unis, c'est la compétition stratégique en Asie. Vous les Européens, mettez-vous au travail. On a l'impression que la compétition avec la Chine est la question suprême. On va regarder là, une des images que vous nous avez apportées, c'est l'OTAN vue du nord, vue du pôle nord. Évidemment, c'est pas la vision. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Nous, on voit les choses de l'Europe. Mais pour l'OTAN, évidemment, il y a le rival systémique. Je crois que c'est l'opération qui avait été utilisée, le terme qui avait été utilisé, qu'est la Chine. Faites-nous le commentaire de cette image-là. Alors ça, c'est une carte que j'ai fait faire et qui est dans mon bureau à Norfolk, qui a pour but d'expliquer justement cette connexion entre les théâtres du Pacifique et de l'Asie. Alors la connexion, elle est totale dans l'espace. Les satellites nous passent au-dessus de la figure, dans le cyber, dans la guerre de l'information, mais aussi maintenant physiquement. On voit que la fonte des glaces du pôle permet à des navires, des flottes de commerce ou militaires à passer le long de la côte de la Russie et d'arriver en Atlantique. Ce qui est un cas extrêmement embêtant pour les Américains. L'Amérique, c'est une île avec deux océans, un à l'est et un à l'ouest. Et donc aujourd'hui, cette capacité qu'a la Chine, notamment avec une montée en puissance de sa marine, qui va avoir le double de plateformes que l'US Navy en 2030, d'être sur tous les océans est extrêmement inquiétante pour les Américains. Et donc il y a aujourd'hui toute une réflexion sur la stratégie arctique. Vous avez 7 des 8 pays arctiques qui sont dans l'OTAN et aujourd'hui, maîtriser cet espace est fondamental. On dit qu'il y a des simulations de guerre avec la Chine où les Américains ne sont pas sûrs. Ils gagneraient à la fin, sans doute, ils resteraient supérieurs, 1000 milliards de dollars de budget, mais ils perdraient sans doute des porte-avions, ils perdraient peut-être des milliers d'hommes. La guerre avec la Chine, pour l'instant, n'est pas du tout assurée en termes de rapport de force. C'est ce qui inquiète les Américains, c'est-à-dire que les Chinois sont en train de développer un instrument stratégique, qui soit nucléaire ou conventionnel, qui fait peser un doute et qui permet, d'ailleurs, doute que les Chinois utilisent pour déployer leur politique dans la zone. Et donc, effectivement, cette contestation militaire, et quand on fait des simulations, on arrive à des choses inquiétantes qui ont conduit les Américains à régner leur politique. Amiral, vous n'êtes pas un militaire de bureau. Les militaires de bureau, ceux qui n'ont pas beaucoup vu le feu, vous avez vraiment beaucoup vu le feu dans beaucoup de circonstances, dans la guerre du Golfe, en Afghanistan, en Libye, au Mali, en Yougoslavie. Vos barrettes, alors, évidemment, sont impressionnantes pour le civil. Moi, je suis réformé à l'armée. Voilà, c'est vous dire comme je suis loin de vous, vous voyez. Et dites-nous, expliquez-nous, parce que ça n'est pas de l'anecdote. C'est très intéressant sur ce qu'est aujourd'hui l'OTAN et son commandant suprême pour la transformation, ce que représentent ici les décorations que vous portez. Le placard de médaille, c'est un peu le QR code du militaire. Ouais. Derrière chaque médaille, il y a une vidéo avec une histoire. Voilà, donc bon, j'ai commandé. Faites-nous la description, si je peux me permettre, alors, parce que vraiment, on lit avec ça, on lit un certain nombre des guerres précédentes et de ce qu'elles nous enseignent. Alors, elles sont classées par un décret, donc les ordres les plus importants, les ordres nationaux, donc commandeur de la Légion d'honneur, grand officier du. Vous pouvez regarder là, hein, vous pouvez regarder les grands contrôles si on n'est pas sûr. À gauche, au bout à gauche, c'est ici, c'est en fait la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures que j'ai eu quand j'avais 32 ans dans les missions de l'OTAN en 99 en ex-Yougoslavie, au Kosovo. Ensuite, j'ai la croix de la valeur militaire avec 2 citations que j'ai eu, une en Afghanistan et une pour le Mali. Là, le Kosovo, c'était déjà la violence nationaliste. On découvrait, après la chute du mur, qu'il y avait, comme ça, à l'est de l'Europe, un potentiel de haine nationaliste. Le Kosovo, en fait, c'est le permafrost soviétique qui se décompose et qui laisse des communautés qui étaient très très tenues par le pouvoir, alors c'était Tito, hein, mais par un pouvoir très coercitif. Et là, brutalement, on découvre l'horreur intercommunautaire. Est-ce que c'est un peu la répétition générale de ce qu'on vit? Mitterrand disait toujours, hein, le nationalisme, c'est la guerre. Il était un peu conservateur, il n'aimait pas beaucoup ce qui était en train de se passer. Est-ce qu'il y avait une part de vérité? Moi, je caractériserais les choses surtout sur le retour de l'impérialisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vision des Russes est une vision où, finalement, on parle de sphère d'influence, on parle de peuple dominé, la notion de frontière n'a pas de sens. Et donc, on a aujourd'hui un peu un retour de cet impérialisme où un certain nombre de puissances disent, nous, voilà, on a des voisins, on va les soumettre et
et en fait, ça va être notre sphère de coprospérité. C'est ça qui est inquiétant, parce que l'ordre international qu'on a réussi à mettre en place après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et après la guerre froide, était finalement le respect intangible des frontières, etc. Aujourd'hui, c'est très remis en cause. Je vous laisse continuer. Voilà, après, j'ai la médaille d'aéronautique, j'ai été commandant une flottille de Rafale, et donc c'est le premier standard du Rafale. J'ai mes médailles commémoratives de l'OTAN, des médailles outre-mer, et puis voilà, là j'ai la médaille de l'ordre du mérite du Mali, parce que j'ai été décoré après avoir été chef des opérations au CPCO sur l'opération Serval, donc décoré par l'État malien. Avec un certain nombre de militaires français qui sont tombés pour lutter contre les djihadistes notamment. Ouais. Et puis ça, c'est la médaille commémorative de la guerre du Golfe donnée par l'Arabie Saoudite. En 91, j'étais enseigne de vaisseau sur un aviso escorteur dans le Golfe Persique. C'était l'époque, rappelez-vous, où on s'est rendu compte après la chute du mur à quel point les Américains avaient une supériorité militaire sur tous les autres. Là, ça a été une démonstration de leur force. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Ils sont la puissance déterminante dans l'OTAN. Est-ce qu'encore aujourd'hui, on a besoin d'eux pour l'ordre du monde? Pour revenir sur l'état dans la guerre du Golfe, en fait, vous vous souvenez, la guerre du Vietnam ne se termine pas très bien. Et donc, les Américains disent maintenant, on va partir sur d'autres concepts. Et donc, entre 70 et 90, ils inventent la guerre moderne qu'on a vue. C'était CNN, les bombes guidées laser, le combat de nuit, etc. Ils avaient fait un effort très important. On sort de 30 années où finalement, on n'a pas tant fait d'efforts que ça. Et là, tout le monde est obligé de refaire un effort. Si vous voulez, sur le plan technologique, pour parler de l'espace, aujourd'hui, la Chine représente une puissance rivale des États-Unis dans le domaine spatial, qui fait que les États-Unis sont vraiment obligés de s'y remettre. L'annonce de M. Trump sur le Golden Dome, qui était une affaire spatiale, montre, si vous voulez, c'est comme l'IDS, l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan. Guerre des étoiles. Voilà, ils sont obligés de remettre le couvert, de remettre de la science, de remettre de l'argent pour essayer de préserver leur domination. Amiral, merci beaucoup. C'est très intéressant, Pierre Vendier, de vous avoir. J'espère à une autre fois. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Dans quelques instants, Luc Ferry, mais aussi nos autres invités éditorialistes, puisqu'on reviendra très en détail sur les opérations audacieuses des Ukrainiens et sur la riposte attendue de Vladimir Poutine. Merci beaucoup.